Bonjour et bienvenue au podcast Touche pas à mes droits, un podcast juridique de la Clinique juridique de Saint-Michel en collaboration avec le Forum Jeunesse de Saint-Michel et Neolabs. Donc aujourd'hui, c'est déjà notre dernière émission de la saison. On est très enthousiastes de commencer, notamment parce que cette émission-là, on voulait faire une émission pour souligner deux personnes engagées. Et notre premier invité qui a accepté d'être avec nous, c'est Monsieur Jagmeet Singh. Bonjour Monsieur Jagmeet Singh, comment allez-vous? Bonjour, bonjour. Je suis honoré d'être ici. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment, vraiment content que vous soyez ici. Donc, c'est justement ça que je disais, c'est qu'on veut vraiment souligner deux personnes qui se sont engagées durant leur courant de leur vie pour les droits de la personne et tout. Donc, je vais laisser Ali commencer notre entrevue. Donc, juste pour débuter, juste donner une petite introduction à M. Jagmeet Singh. Donc, il a étudié en droit pour soutenir les organismes communautaires qui luttaient contre la pauvreté, la hausse des droits de scolarité et étaient en faveur de l'accès légal pour en justice. Et en 2011, il a fait son saut en politique et maintenant, c'est le 8e chef du nouveau Parti démocratique du Canada. Donc, pas n'importe qui, on a quelqu'un de très, très compétent. On est vraiment excité d'écouter certaines questions par rapport au profilage racial, le but de notre podcast. Donc, on va débuter. Donc, M. Singh, en tant que juriste et avocat, comme vous venez de le dire, comment appréhendez-vous la problématique du profilage racial sur le plan légal? Donc, est-ce que vous avez de l'expérience avec un cas de profilage quand vous étiez avocat dans votre vie antérieure? Oui, bien sûr. J'ai eu beaucoup des cas où mes clients étaient arrêtés seulement à cause de la couleur de leur peau. Aussi des clients qui étaient arrêtés seulement à cause de leur religion. Aucun autre détail était similaire d'un suspect, mais ils ont seulement utilisé la couleur de peau ou religion. Et en tant que député provincial, on a eu aussi une grande bataille contre la profilage racial, spécifiquement une pratique qui s'appelle carding, qui était vraiment c'est quelque chose qui se passe souvent à Toronto et aussi dans les banlieues où les gens étaient arrêtés pour aucune raison, seulement à cause de la couleur de leur peau. Donc, j'ai beaucoup d'expérience et les impacts de la profilage racial, comment ça a eu un impact sur les gens qui se sentent pas chez eux, dans leur propre communauté, comment ça donne ça envoie un message qu'ils ne sont pas bienvenus chez eux dans leur propre communauté. Donc, c'est vraiment une menace parce que ça crée des impacts tellement négatifs pour des personnes, en particulier les personnes racisées. Donc, ça, c'est pourquoi on doit effectivement éliminer cette pratique de profilage racial en général et dans toutes les institutions. Donc, est-ce que vous pensez que ces effets sur les personnes individuelles, on peut voir ça dans un niveau plus national? Parce que notre podcast se concentre sur le Québec. On est parrainé par la Ville de Montréal. Donc, en tant que politicien fédéral et avocat hors province, est-ce que vous voyez une différence au niveau fédéral contre provincial sur le profilage? C'est effectivement la même chose qui existe. Donc, moi, maintenant, dans mon dossier ou dans mon travail, je vais cibler ce qui est dans ma juridiction. Donc, ça, c'est le niveau fédéral, donc la GRC. Mais la pratique, c'est effectivement la même chose. On a vu comme député provincial à Toronto, une ville qui était une des plus diverses. La pratique était là aussi au niveau fédéral. Avec la GRC, c'est tellement clair que la profilage racial aussi existe et c'est assez commun. C'est quelque chose qui se passe souvent. Donc, c'est vraiment le même problème et c'est important que dans toutes nos compétences, on fait le travail pour éliminer ces pratiques parce que plusieurs raisons, l'impact sur quelqu'un évidemment, mais aussi l'impact sur la société. Si on met tous nos efforts pour
une pratique qui cible les gens sans avoir des raisons, sans avoir la preuve. C'est un gaspillage d'efforts, des gaspillages des ressources. Et ça, c'est aussi une raison. Si la raison morale n'est pas suffisante, c'est aussi une question des ressources et ce n'est pas une bonne utilisation des ressources. Absolument. Donc, quand on parle des ressources, tout l'année passée, en fait, lors d'une session de la Chambre des communes pour dénoncer le racisme systémique, comme vous avez mentionné la GRC, vous aviez dit, on va dire en anglais, anyone who votes against the motion to recognize systemic racism in the RCMP and that calls for the basic fixes in them is a racist. Et en français, pour les auditeurs, n'importe qui vote à l'encontre d'une motion qui reconnaît le racisme systémique à la GRC pour fixer ces problèmes est un raciste. Donc, on parlait justement de notre système au niveau national, ou plus précisément au niveau de la GRC. Est-ce que vous voyez des différences peut-être, soit dans les enquêtes ou juste la façon dont le gouvernement traite ces systèmes de police entre la SPVM contre la GRC, par exemple? La SPVM, c'est la Société de police de Montréal. Oui. Donc, un élément, oui, j'ai dit ça et je maintiens l'idée qu'on doit faire face à le racisme systémique. Mais quelque chose que j'ai appris dans ce cas, c'est dommage quand un parti ou un député n'appuie pas les efforts pour remettre fin au racisme systémique. Mais dans ce cas, pour moi, ce qui aurait été le cible de mes efforts, c'était le gouvernement libéral et le premier ministre Justin Trudeau, parce qu'il est au pouvoir, il a le pouvoir de changer et c'est lui qui doit être ciblé. Et c'était effectivement le but de ma motion, c'était de cibler le manque des actions concrètes du gouvernement libéral et du Justin Trudeau. Donc, je veux souligner ça. Mais encore, oui, c'est effectivement ce que j'ai vu. C'est un problème qui existe à travers le pays. J'ai parlé avec plusieurs militants en Nouvelle-Écosse et on a une communauté noire à Halifax et ils ont vécu la même chose. On a vu aussi à Vancouver, à Surrey, les autres, un banlieue côté de Vancouver, le même problème. Dans les provinces des prairies aussi, et comme j'ai beaucoup d'expérience à Toronto et dans les banlieues de Toronto, c'est vraiment la même chose au niveau fédéral aussi, que les policiers arrêtent les gens à cause de leur couleur de la peau. Le profilage racial existe aussi, pas seulement dans le GRC, mais aussi dans les alliances frontalières. Ça existe aussi là où ils arrêtent les gens sans papier et ciblent les gens, les personnes racisées et ignorent peut-être les gens qui viennent d'autres pays qui peut-être a des preuves ou des raisons pour arrêter, mais au lieu d'arrêter les gens qui ont peut-être posé menace, ils ciblent toujours les gens racisés. Et encore, j'ai dit que c'est pas moral, mais aussi c'est un gaspillage des ressources aussi. Est-ce que vous pensez qu'il y a des solutions qu'on peut mettre en place est-ce que vous pensez qu'il y a des solutions qu'on peut mettre en place pour aller plus au niveau national, des réformes, l'éducation? Oui, bien sûr. Oui, pour sûr, on a des solutions. Oui, la formation, c'est important. La sensibilisation, c'est aussi important pour montrer comment l'impact est négatif et pourquoi on doit éliminer cette pratique. Mais concrètement, ce que j'ai vécu et ce qui a fonctionné au niveau provincial ou comme avec beaucoup de militants, on a avancé cette bataille, on a gagné une grande victoire. C'était des changements dans les règles, dans les lois. Et ce qu'on a réussi à faire, c'était vraiment de changer les règles pour effectivement interdire la pratique de carding dans le cas de Toronto. C'était une sorte de profilage racial. Donc, on a changé les règles et ça a eu un grand impact pour réduire le nombre de cas où les personnes racisées étaient arrêtées seulement pour la couleur de leur peau. Donc, ce que je veux faire maintenant, comme au niveau fédéral, c'est de mettre en œuvre des changements légaux
et des changements des règlements pour mettre fin à cette pratique et montrer de leadership. Et puis, j'encourage les gens qui travaillent dans les provinces comme vous, dans les villes, dans les municipalités, de prendre cet exemple que j'espère que je peux faire au niveau fédéral et le mettre en œuvre dans les provinces et territoires, dans les municipalités, parce qu'on doit éliminer cette pratique et on peut le faire avec les changements des règlements et des lois. Donc, sur ce niveau, en fait, c'est une petite question un peu à part. Quand on change des lois au niveau fédéral, surtout pour la police, est-ce que ça s'applique directement sur les provinces ou les provinces doivent le faire elles-mêmes? Non, c'est une bonne question. Ça me rappelle de mes années comme étudiant de loi, de droit. Donc, non, spécifiquement avec les policiers comme la GRC, un changement des lois va impacter seulement la GRC. On a une code criminel qui existe à travers le pays et on peut faire les changements dans le code criminel qui a un impact sur tout le pays, mais avec comment on gère la question de gérer ou gestion des policiers, ça c'est une question municipale, provinciale, avec les lois provinciales qui guident tout ça. Donc, si on peut mettre fin à la pratique de profilage racial au niveau fédéral, le travail doit continuer dans chaque province et territoire. Pour que ça, en gros, nos politiciens, pour que ça trickle down dans le provincial. Exact. C'est une compétence différente, mais je vais faire mon travail au niveau fédéral où je suis maintenant et j'espère qu'on peut inspirer les autres de faire leur travail dans les provinces et dans les territoires. En fait, c'est exactement ce qu'on voulait entendre aussi, soit en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'étudiant en droit et des personnes sensibilisées aussi. C'est rafraîchissant, ça fait. C'est soulageant, en fait, aussi. Merci, ça me fait plaisir. Ben, merci beaucoup, Monsieur Jagmeeting. Merci d'avoir accepté notre entrevue. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je pense qu'en tant qu'étudiant en droit, ça nous motive aussi, puis ça nous donne d'autres perspectives. Donc, on est vraiment contents, puis on espère que nos auditeurs ont vraiment beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Si je pourrais juste ajouter une petite question rapidement. Oui, Monsieur Jagmeeting, j'aimerais bien qu'on puisse dire à nos auditeurs, c'est quoi la meilleure manière, si ce n'est pas juridiquement parlant, donc ce n'est pas à travers la loi, à travers la politique, pour des jeunes, en fait, de pouvoir démystifier tout ce qui est profilage racial et l'expliquer, parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais c'est quoi ça n'existe pas, surtout quand des fois le gouvernement québécois ne le reconnaît même pas, donc ne reconnaît pas le racisme systémique. Comment on fait, nous, pour passer le message si on n'est pas encore avocat, si on n'est pas encore politicien? Et donc, voilà, un petit conseil pour les jeunes qui nous écoutent et qui vous écoutent pour leur dire d'avancer les choses à leur manière. Oh, c'est une bonne question. Ce qu'on peut faire, c'est vraiment de partager les histoires. J'ai trouvé il y a beaucoup de pouvoir dans les histoires spécifiques. Quand on était en plein milieu de bataille au niveau provincial, on a eu un journal de Toronto, Toronto Star, qui a fait une enquête et montré les chiffres et la preuve. Et ça nous avait beaucoup aidé dans la bataille, dans la lutte pour mettre fin à cette pratique. Mais après qu'ils ont montré les chiffres, c'était les histoires qui étaient partagées, les histoires de comment ça a eu un impact sur quelqu'un personnellement. Et ces histoires ont eu un pouvoir incroyable. Donc, si vous pouvez à ce moment trouver des histoires personnelles et puis les partager, comment les gens se sentent quand ils sont arrêtés, est-ce qu'ils ont eu des défis pour trouver un emploi ou une position de bénévolat à cause de le fait qu'ils étaient arrêtés, parce que ça, c'est ce qui s'est passé à Toronto. Même si les gens ils n'avaient pas un dossier criminel, mais seulement parce qu'ils ont eu un contact avec le policier, ils ont mis ça dans une database et puis c'était utilisé contre ces gens. Donc, les histoires ont vraiment nous aidé. Donc, si vous pouvez dans votre travail, dans la communauté, trouver des histoires et puis les partager. Ça, c'est essentiel. Merci beaucoup d'avoir répondu. Merci d'avoir partagé votre histoire parce que c'est comme ça qu'on pourra faire la différence. Donc, on vous remercie encore une fois. Oui, merci. J'ai oublié de dire ça, mais une autre raison pour laquelle
j'ai essayé de cibler cet enjeu, c'était le fait que j'ai été arrêté à plusieurs reprises comme étudiant de droit, avant que j'étais étudiant de droit, après que j'étais avocat, j'ai été arrêté à plusieurs reprises et j'ai partagé mon histoire personnelle. Et puis, tout le monde était un peu étonné que quelqu'un qui est comme avocat, qui était étudiant d'avocat avant de tout ça, et comme avocat aussi, j'étais arrêté moi-même. Et j'ai dit, moi, j'ai beaucoup de pouvoir, comme je connais les droits, j'ai des amis qui sont des avocats, donc je n'ai jamais senti, peut-être quand j'étais jeune, mais pour moi, c'était moins difficile. Imaginez-vous les jeunes qui n'ont pas accès aux avocats ou accès aux ressources, comment c'était difficile pour eux de faire face à ce défi d'être arrêté à plusieurs reprises. Donc, j'ai partagé mon histoire personnelle aussi et ça a aidé avec plusieurs militants et militantes et beaucoup de gens qui étaient dans ce mouvement pour régler ce problème à Toronto. Donc, ça aussi, c'était important. Donc bonjour, on est de retour à notre podcast juridique Touche pas à mes droits de la clinique juridique de Saint-Michel en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel et Neolabs. Et on vient juste de terminer notre conversation avec M. Jagmeet Singh et c'était super intéressant, toutes les discussions qu'on a eues avec lui. Et justement, juste pour nous rappeler un peu le but de notre émission aujourd'hui, c'était pour souligner 2 personnes engagées. Et en ce moment, on a une deuxième personne, c'est aussi notre dernière invitée de la saison, Madame Bouchra Manaï. Bonjour, Madame Bouchra Manaï, comment ça va? Ça va très bien et vous, bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Donc, super. Donc, je vais juste vous présenter à nos auditeurs et vraiment décrire vos exploits. Donc, vous êtes titulaire d'une maîtrise en migration et relations interethniques, ainsi qu'une maîtrise en géographie urbaine et titulaire d'un doctorat en études urbaines. Par la suite, vous avez été dirigeante de l'organisme Parole d'Exclus. C'est un organisme à Montréal-Nord qui lutte contre l'exclusion et contre la pauvreté aussi par la mobilisation citoyenne. C'est quelque chose qui m'a intéressée beaucoup. Vous êtes aussi, je ne sais pas, encore membre du conseil d'administration à la Ligue des droits de la personne, non? Je n'y suis plus. Mais vous aviez été, c'est ça. Et en 2019, vous avez été consultante en affaires publiques pour le NCCM, puis maintenant vous occupez évidemment le poste de commissaire au bureau de commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques qui a pour mandat de lutter contre le racisme et la discrimination, dans le but de faire Montréal une ville plus juste et plus inclusive. Donc c'est tout un parcours. Merci beaucoup. Merci. Souvent, je pense qu'on ne remercie pas assez les personnes de s'investir autant dans notre communauté, dans notre ville. Donc, je vous remercie d'abord. Et ma première question, ça serait vraiment en lien avec votre parcours. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant vous avez décidé de postuler pour être commissaire? Qu'est-ce qui vous a motivé? OK, this is my next goal, c'est mon prochain but. D'abord, je pense que pour répondre à les questions, il faudrait que j'explique que je me suis beaucoup questionnée avant de moi-même me dire est-ce que j'y vais? Parce que c'est un gros mandat. On est dans un momentum qui est assez complexe, mais en même temps assez intéressant. Fait que j'ai vraiment beaucoup réfléchi avant d'envoyer ma candidature dans le processus. Et j'avoue que pour 3 raisons, je me suis dit que je ne pouvais pas y aller. D'abord, si je respecte justement ce que tu viens d'amener, c'est-à-dire tout le travail que j'ai fait dans le milieu académique, toutes les recherches sur lesquelles j'ai travaillé ou dans lesquelles j'ai été impliquée. Donc, c'est tout mon parcours académique m'a permis de penser, d'avoir tous les concepts, de posséder un peu tous les concepts qui sont en lien avec les enjeux de racisme et de discrimination. L'académie m'a permis aussi d'enseigner pendant plusieurs années. Fait c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup travaillé dans l'enseignement, dans mes cours. Par exemple, je donnais des cours de géographie sociale, mais je les revirais toujours géographie sociale et racisme. Donc dans le milieu académique et mon expérience soit comme prof, soit comme chercheur, c'était beaucoup autour de comprendre et d'être pédagogue autour de ces questions-là. D'abord,
cette partie-là, disons, de mon expérience. La deuxième partie, c'est que j'ai été beaucoup impliquée dans les dernières années aussi dans le milieu communautaire. Et donc après ma thèse, qui portait d'ailleurs sur Saint-Michel, j'ai travaillé à Montréal-Nord. Et ce que je me disais, c'est que en respect aussi de ce regard que j'ai sur la ville et de ce regard que j'ai sur la métropole, à partir des territoires où justement peuvent se vivre certains processus d'exclusion, on va dire, il peut y avoir une concentration de ce que j'appelle des nœuds de vulnérabilité dans le fond. Mais parce que je porte ce regard-là, je ne peux pas non plus ne pas y aller. Et parce que je porte ce regard à partir des réalités du milieu communautaire, je ne peux pas ne pas y aller. Et le troisième élément, c'est que je me suis dit, Chris, tu es une citoyenne super engagée, tu as été sur plein de CA, j'ai été de plein de luttes, de plein disons, de mobilisation, etc. Et juste en respect aussi de ma posture de citoyenne engagée, je ne peux pas ne pas y aller. Fait que j'ai postulé parce que j'estime que je comprends les choses et que je sais les expliquer, parce que j'ai travaillé professionnellement dans les espaces qui pourraient, en fait, dont le regard, en fait, pourrait être porté dans mon travail au quotidien au sein d'une administration municipale. Et j'ai postulé parce que je pense que, en fait, être un ou une citoyenne engagée, ça doit être valorisé dans notre vie, ça doit être valorisé dans le parcours professionnel. Fait que c'est ça qui fait que j'y suis allée un peu en mode genre, par principe, tu dois au moins envoyer ton CV. Sur un malentendu, ça peut marcher. Mais j'avoue que j'y suis aussi allée en me disant, c'est-à-dire que quand j'ai été par exemple sélectionnée pour aller en entrevue, que là ça commençait à être un peu plus sérieux, là je me disais, il faut aussi que je projette. C'est quoi ma vision? C'est quoi? Pourquoi je vais là? C'est juste pour avoir une job. C'est une job très prenante et qui va être très chargée, en fait, autant émotionnellement, politiquement et au quotidien dans le travail. Fait que là, je me suis dit, j'ai un enfant qui est en bas âge, puis je me disais, je ne peux pas le regarder dans 15 ans quand il va aller voter pour la première fois et lui dire, you know what, ok, toi tu te fais arrêter avec tes amis parce que tu ressembles à ci ou tu as l'air de ça. Puis, au moment où j'aurais pu faire quelque chose, potentiellement, je ne l'ai pas fait parce que ça avait l'air trop tough. Fait que j'y suis allée aussi en me disant, mon enfant, comme tous les enfants des populations racialisées de cette ville, mérite qu'on se donne l'énergie et qu'on y aille avec engagement et avec une perspective très antiraciste, c'est-à-dire qui assume en fait une perspective antiraciste. Ouais, je vois que c'est vraiment toute une réflexion que vous avez eue. Toujours. Ça vous a amené, mais c'est vraiment intéressant de savoir ça. Puis, je voulais savoir, est-ce que dans votre réflexion aussi, vous avez eu, par exemple, quand on vient d'une origine ethnique, d'une origine minoritaire, souvent, on a comme l'impression qu'on porte le fardeau de représenter notre culture, de représenter notre minorité. Est-ce que, quand vous avez postulé pour ce poste qui est quand même d'une grande envergure, est-ce que vous vous êtes questionné là-dessus sur est-ce que je vais représenter ou c'est quelque chose que vous n'avez pas décidé de le mettre comme un point de réflexion? Mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas pour moi avoir une perspective antiraciste et ne pas avoir aussi pensé à ça. J'y ai pensé beaucoup. D'ailleurs, même avant de moi-même envoyer ma propre candidature, je me suis assurée que des personnes que j'estimais être bonnes pour le poste et qui auraient pu aussi avoir la position que j'occupe présentement, je me suis assurée que est-ce que tu as un intérêt à y aller, pourquoi tu n'y vas pas. Donc je pense qu'être antiraciste, là, c'est penser collectif. Puis, et pour moi, ça nécessitait aussi de centrer sur la posture antiraciste dans ce qu'elle peut être transformative ou en fait ou transformatrice. Et puis, je pense que dans le libellé du poste aussi, il y a quelque chose qui n'était pas assez compris publiquement. Peut-être aussi parce qu'il n'y a pas eu assez de pédagogie autour du poste. Mais dans le fond, c'est un mandat de transformation organisationnelle de l'administration municipale. Et quand je dis administration municipale, je ne parle pas de l'administration des élus en tant que telle, je parle de la fonction publique et des fonctionnaires. C'est-à-dire un organigramme de la ville avec une direction, des unités, des directions générales adjointes, puis ensuite tu as des arrondissements. En fait, c'est ce mandat-là qui est expliquer des choses qui, toi, te sont évidentes, on va dire assez naturelles, qui sont devenues assez naturelles. Est-ce que tu te sens assez capable d'aller les expliquer à des gens, un, qui peut-être ça n'intéresse pas, deux, qui ne sont pas sensibilisés, ou trois, qui vont être comme
au contraire, très engagé. Fait que, je m'éloigne un peu de la question, mais dans le fond, la question que je me suis posée, c'était d'abord, suis-je une professionnelle qui va porter ce mandat avec disons, la complexité nécessaire pour le mener. Donc c'est d'abord comme ça que je me suis posé la question. C'est certain que le fait que je sois une femme racisée, femme d'origine maghrébine, femme musulmane, femme qui peut être considérée, ou en tout cas je m'auto-identifie aussi comme femme arabe, c'est certain que c'est quelque chose que je porte dans mon sac à dos. C'est de montréalaise, je porte dans mon sac à dos le fait d'avoir un parcours migratoire, complexe en plus, c'est-à-dire que j'arrive ici, mais ce n'est pas mon premier parcours migratoire d'arriver à Montréal. Donc, c'est certain que je porte ça, pas nécessairement comme un fardeau, pour être très très honnête. J'avais, dans le fond, les premières 5 ou 6 années à Montréal, je les ai passées, en fait même plus, parce que pour mon doctorat et mon postdoctorat, j'ai travaillé beaucoup sur les populations maghrébines. En fait, ma thèse, j'ai publié un livre justement qui s'appelle « Les Maghrébins de Montréal ». Et ça aussi, déjà, c'était une façon de faire de la recherche, moi comme chercheur, mais sur un sujet et un objet de recherche duquel avec lequel j'ai une certaine proximité. Fait, on dirait que cette question-là de représenter les miens, entre guillemets, je l'avais déjà un peu comme gérée comme chercheur. Donc, le rôle de chercheur, ça te permet de développer un peu cette espèce de distance-proximité très intéressante. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu te distancies totalement des gens, puis tu es capable d'analyser les choses, et en même temps, tu es capable d'être proche pour comprendre en fait, ce qu'ils te disent, la façon avec laquelle le vécu s'opère, etc. Donc, quand j'y suis pas allée en mode je vais représenter les Maghrébins, c'est pas du tout ça. Puis pour moi, il y a quelque chose de très important dans la question de la représentation et de la représentativité. C'est essentiel, on s'entend, là. La reconnaissance et la nécessité de représenter, c'est très important. Mais quand je dis je représente les miens, j'estime, moi, par exemple, que parmi les miens, il y a des femmes qui ne sont pas des familles maghrébines ni arabes, mais qui sont, par exemple, je sais pas, des musulmanes noires, des femmes noires qui ne sont pas musulmanes. C'est-à-dire, je me rallie et je pense à des gens, puis on va faire avec la prochaine question, il va y avoir un lien, mais c'est que je porte avec moi le regard et le vécu de gens qui ne sont pas nécessairement du même groupe ethnoculturel ou du groupe ethnique, ou voilà, comment on peut l'appeler là, que moi. Et pour moi, c'est ça, avoir une posture antiraciste. Avoir une posture antiraciste, c'est, oui, avoir un ancrage dans son propre vécu, dans sa propre trajectoire, mais c'est se dire qu'au final, les conditions des francophones maghrébins, elles devraient, et elles ont intérêt, par exemple, à être proches et à se rapprocher des conditions des francophones haïtiens, par exemple, parce qu'il y a là, dans nos conditions de vie, dans cette métropole, des choses qui sont vraiment très intéressantes à lier. Donc, je ne l'ai pas vu vraiment comme un fardeau de représentation. Par contre, il y a un devoir de représenter la multitude des situations et des vécus. Tu vois, par exemple, si je vais dans ce poste, mais que je ne pense pas la complexité des communautés noires entre les anglophones, les francophones, les diverses trajectoires migratoires, etc., ou si je ne pense pas le vécu des populations asiatiques, ou que je ne ramène pas avec moi, dans le quotidien de mon travail, par exemple, je ne sais pas, les angles morts qu'on peut avoir vis-à-vis des populations autochtones, je ne suis pas en train de faire ma job. Tu vois. Donc, pour moi, notre ancrage culturel et ethnique ou religieux, il en est un qui devrait nous permettre de nous lier en fait aux autres. Mais je trouve que vous avez mis en mots ce que peut-être tout enfant d'immigrant ressent. Parce que j'ai quand même l'impression que quand on parle entre nous, on a cette sensation de que oui, on représente, nos parents représentent cette culture, mais étant exposé depuis un jeune âge à d'autres cultures, d'autres réalités, t'es porte-parole, oui, de ta culture, mais t'es porte-parole aussi de tout le monde. Parce qu'à un moment donné, nos réalités se réunissent. Fait que, pour de vrai, merci beaucoup d'avoir mis
Maintenant, je peux aller montrer ça à tout le monde comme conférence. Voici qu'est-ce que je ressens en ce moment. Donc, c'est super intéressant. Puis, je trouve que votre parcours, ça s'est bien entraîné avec votre poste là, en ce moment, avec les études que vous avez fait justement en géographie. Moi, je me rappelle de mes petits cours de géographie au cégep. Puis, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est comprendre comment l'humain se positionnait dans l'espace, comment il occupait l'environnement. Fait que ma prochaine question, ça serait pourquoi est-ce que c'est intéressant de se pencher sur le racisme, sur le profilage racial à travers la loupe de la géographie, mettons? Oh, quelle question! J'adore. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que je vais peut-être répondre à travers pourquoi moi je suis allée faire de la géographie. Je suis allée faire de la géographie quand j'étais en France, en fait. J'étais jeune, une jeune passionnée. En fait, cette question de l'ethnicité, cette question de la place du religieux, en fait, la place de l'autre, c'est-à-dire comment on négocie notre place quand on est un autre, honnêtement, c'est quelque chose qui m'obsède depuis... En fait, je pense qu'il m'obsède depuis que je suis devenue l'autre. À l'âge de 10 ans, je suis devenue une autre dans une société qui était la société française. Fait que, c'est comme j'ai reçu une claque, puis il fallait gérer la claque. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui a fini par par m'obséder. Puis je ne trouvais pas, dans le contexte dans lequel j'évoluais, en fait, dans le milieu francophone français, je ne trouvais pas nécessairement d'outils, de ressources pour comprendre ce qui m'arrivait. Je voyais des choses qui arrivaient en banlieue, mais je n'avais pas nécessairement comme, les outils pour me dire c'est quoi exactement qui se passe. Je sens qu'il y a quelque chose de fucké, mais je comprends. Je n'arrive pas à mettre les mots dessus. Fait que déjà, je suis allée en géographie parce que je sentais qu'il y avait des réalités, en fait, que dans une société, il y avait des territoires dans lesquels les gens vivaient des réalités très très différentes de ce qu'on racontait, de ce que l'imaginaire peut raconter. Fait que moi, ce qui m'intéressait déjà, c'était vraiment comme la multiplicité des vécus dans des territoires qui sont censés appartenir à un même imaginaire national, à une même société, etc. Et quand j'ai débarqué en géographie, j'ai comme... Les outils ne sont pas là. Comme il n'y a personne qui me parlait de racisme. En géographie, on utilisait beaucoup la question de la ségrégation. Mais on utilisait des concepts un peu comme borderline pour ne jamais nommer les choses. Fait que là, encore une fois, je me disais, man, je sais que c'est la géographie ma discipline, mais la géographie en France, en tout cas, ne m'a jamais permis, en tout cas à l'époque, ne me permettait pas de dévoiler un peu ce que je savais que moi je vivais ou ce que je savais que mon petit frère vivait, tu sais. Et c'est en venant à Montréal, en fait, pour faire un échange universitaire, j'avais 23 ans. Et là, ça a été la deuxième claque de ma vie. Ça a été de me dire, oh my God, genre, on peut vivre dans une ville où on peut nommer en fait la différence, l'altérité, le fait d'être autre ou l'altérisation. On peut même la reconnaître. Évidemment, on s'entend, il y a des problèmes, mais je découvrais qu'on pouvait en parler autrement. Et c'est là que je suis allée chercher en sociologie, parce que moi je pense que dans notre parcours académique, chacun là, il faut qu'on s'outille, il faut qu'on, j'ai envie d'utiliser, s'armer de mots là, s'armer avec les mots qui nous permettent de nous émanciper quelque part. Puis moi je suis allée chercher en sociologie, donc j'ai fait un autre diplôme en migration et relations interethniques, parce que là j'étais comme, ok, c'est avec ces mots-là que je vais pouvoir relier l'espace aux gens qui, moi, en fait, me touchent et dont le vécu, en fait, me touche beaucoup. C'est comme ça que je rallie la géographie et l'analyse, en fait, et une perspective géographique avec une perspective sociologique, enfin, ou plutôt sur critique de la race ou sociologie de l'immigration, etc. Et c'est là que je découvre, en fait, des auteurs. C'est comme la première fois que j'ai découvert Abdelmalek Sayad, qui est un auteur. Tout le monde connaît Bourdieu. Tout le monde. À chaque fois que j'arrive dans une classe, je dis qui connaît Bourdieu. Évidemment, 100% des gens lèvent la main. Quand je dis qui connaît Abdelmalek Sayad, personne ne lève la main. Alors que Bourdieu et Sayad étaient genre des. C'est deux pièces de la même. Enfin, comment on dit là, de la même médaille. Enfin, c'est comme. Et l'un, en fait, Bourdieu n'aurait pas été Bourdieu, si je peux dire, sans l'apport de Sayad ou sans la collaboration avec Sayad. Fait que moi, quand j'ai découvert ce type de personnage, je me disais, oh my God, genre, ils étaient où dans mon enfance, ces gens-là? Et à un moment donné, dans le fond, je décide que je veux continuer de faire de la recherche en fait, au doctorat. Mais, et ça coïncide en fait avec mon immigration ici.
Et donc, je décide ici de commencer à travailler un peu intuitivement. C'est-à-dire, je voulais pas nécessairement travailler sur les Arabes, les Maghrébins ou les musulmans, parce que en France, on m'avait appris que si tu étais trop proche de ton sujet de recherche, la scientificité ou l'objectivité est pas là. Et en fait, c'est en arrivant ici que j'ai découvert que le fait de parler arabe, en vrai, c'était une façon d'accéder à des terrains que d'autres co-chercheurs ne pouvaient pas, auxquels ils n'avaient pas accès. Et que, plus que ça, comme femme qui n'a pas grandi ici et qui n'est pas née ici, je peux avoir un certain regard. Je ne dis pas que j'ai un regard parfait sur les choses, c'est pas ça que je dis. Mais j'ai un regard qui est un peu aussi un regard alter, qui vient d'ailleurs, qui regarde les choses aussi à partir d'un prisme de... Moi, je suis née en Tunisie, j'ai connu le Maghreb dans mon enfance, en fait. Mais j'ai connu aussi la migration, les îles. Puis j'arrive ici, puis là, je suis comme, ok, je peux avoir un regard de chercheur sur les choses qui pourrait être intéressant. Et donc, ça m'amène à travailler d'abord sur Saint-Michel. Et en fait, à partir de Saint-Michel, ce que je vois, c'est je sais pas comment dire, mais c'est comme un des regards sur la ville. Puis à Montréal-Nord, ce qui se développe, c'est un autre regard sur la ville. Mais j'ai envie de dire, c'est comme si je regardais Montréal à partir de terrains d'observation qui sont, où en fait les choses ne se vivent pas de la même façon, par exemple, qu'au Myland ou sur le plateau. Fait qu'on dirait que c'est vraiment, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai appris à regarder Montréal à partir de la deuxième métropole. Il y a Montréal, le centre-ville, les projets urbains du centre-ville, et il y a le reste de Montréal. Et on dirait que moi, ce qui m'intéressait, c'était de me dire comment le récit, qui est hyper riche en fait, comme moi d'avoir été à Montréal-Nord et à Saint-Michel, ce dont je me rends compte, c'est vous en fait. C'est-à-dire c'est la richesse du vécu, la richesse de la narrative, la richesse et la complexité en fait de nos vécus et des trajectoires, mais qui peinent parfois à trouver de la place dans le récit métropolitain. Et en fait, très longue réponse pour t'expliquer pourquoi géographie et racisme, mais pour moi, ils sont indissociables. C'est-à-dire qu'en fait, si on n'a pas une lecture, des inégalités raciales, en cartographiant les choses, on passe à côté de plein de façons de régler les problèmes. Évidemment, je suis une géographe convaincue, mais la cartographie, pour moi, par exemple, c'est un des outils non seulement les plus illustratifs, mais en fait, un des outils qui, quand tu poses une cartographie des choses, personne ne peut faire du déni. Personne. Fait que c'est pour ça que pour moi, la géographie est une discipline... je sais pas, c'est une discipline d'amour là, c'est-à-dire pour moi c'est vraiment j'en suis fière et j'en suis passionnée. Même si d'ailleurs mon doc, je l'ai fait en études urbaines parce qu'il y a très peu d'espace de recherche où j'arrivais à relier vraiment mon intérêt pour la question de l'immigration, de la racialisation, de l'exclusion, de l'altérité, tout ça, avec une perspective ville, parce qu'au final, pour terminer, moi ce qui m'intéressait, c'était de relier en fait l'espace urbain dans lequel en fait se vivent ces questions justement d'altérisation, d'inégalité, etc. Fait que pour moi, en fait, on ne peut pas éviter la lecture géographique. Puis, pour terminer, dans le fond, pour moi, ça permet, par exemple, quand on pense à une politique publique, tu peux penser à une politique publique en culture pour tout Montréal, mais si tu sais les territoires où il peut y avoir des inégalités, des désavantages, il y a des reliefs dans nos sociétés, et il y a des reliefs dans nos vies selon l'accessibilité aux choses. Si on fait une cartographie, par exemple, des espaces verts, des parcs, on le sait que là, il y a des territoires qui sont démunis par rapport à d'autres. Et si tu fais la corrélation, ça peut souvent être des territoires où il y a ce qu'on appelle une concentration de vulnérabilité sociale. Fait que pour moi, là, il y a quelque chose de très important à penser en termes de complexité de la métropole. Et je trouve aussi qu'on l'a vu dernièrement avec la pandémie, où il y avait beaucoup de lois, de réglementations qui étaient mises en place, mais qui ne reflétaient pas nécessairement la réalité de certains secteurs. Fait que je trouve ça super intéressant. Exact. Je pense que vous m'avez convaincue, je laisse le droit, les amis. Je m'en vais aux géographies. Il faut des choses. En fait, j'avais une petite question par rapport à ça. Je sais que c'est
Ah non, c'est juste un petit point. Moi, j'avais fait un cours de... J'avais fait un cours de géographie il y a comme 5 ans, au cégep. Et on a parlé d'un concept de lottery of birth, donc comme la loterie de la naissance, et comment, où est-ce que tu es né, déjà définit ton privilège, peut-être même juste ton statut dans la société, etc. Donc, j'ai trouvé ça vraiment important. J'avais complètement oublié que ça existait, mais quand vous en parliez, ça m'est revenu. Vraiment, j'avais fait un projet sur ça et même juste... juste où est-ce que tu es né géographiquement avait un intérêt, genre où est-ce que tu vas être dans le reste de ta vie. Exact. Je trouvais ça super intéressant. Ben oui, je pense que c'est à la fin de ma thèse que je parlais de ça. C'est-à-dire que, tu sais, une des choses que je disais, c'est que si on veut avoir des villes inclusives, tu sais, des villes solidaires, ça nécessite d'avoir une perspective intersectionnelle. J'en parlais avant de venir tantôt, là, mais il y a un géographe qui a écrit un livre qui s'appelle « La ville par et pour les hommes ». On le sait que le fait que des femmes arrivent dans des espaces de décision, ça permet de transformer la façon avec laquelle on aménage les villes. On le sait. Et pour moi, c'est la même chose pour la diversité. C'est-à-dire que si tu amènes des gens comme vous, demain, ou dans 10 ans, enfin pas dans 10 ans, demain, à gérer la planification, je sais pas moi, l'aménagement urbain, enfin que dans le fond, des jeunes comme vous qui avez grandi dans une certaine partie de la ville, et si vous avez demain les responsabilités de, je dis n'importe quoi, mais genre aménagement, vous décidez de où seront les parcs, c'est certain que votre regard va être teinté par ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, on peut être déterminé par l'espace dans lequel on grandit. Et je dis bien on peut, parce que c'est une école en fait en géographie, le déterminisme, etc. Donc le lieu détermine. En sociologie. Exact. Et c'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis une interactionniste là-dessus. Oui, le territoire peut nous déterminer et il faut que nous, quand on prend des décisions, quand les administrations, quand les institutions prennent des décisions, il faut qu'elles prennent ça en compte. Maintenant, je crois qu'on ne peut pas céder non plus seulement à l'idée que tu sais, je suis née là, c'est normal que je fasse ça. Et donc, je ne peux pas, comme personne qui croit à l'égalité des chances et à l'équité, céder à l'idée que le déterminisme fait tout. Le déterminisme y est pour beaucoup, et c'est à ça que servent des institutions comme l'école, comme la justice. Tu sais, ça sert à rééquilibrer là où il peut y avoir des inégalités à cause du déterminisme. C'est pour ça qu'il faut rester dans le milieu juridique. On a besoin de juristes. Mais tu peux faire du juridique en ayant une perspective intersectionnelle. Et juste pour terminer, dans ma thèse, ce que je disais, c'est que oui, la perspective intersectionnelle, par exemple, ça doit inclure les femmes, ça doit inclure perspectives de genre, perspectives aussi d'orientation sexuelle, etc. Ou d'appartenance, enfin, etc. Mais pour moi, il faut aussi inclure l'espace géographique à partir duquel on regarde la vie et on regarde la société. Fait que, absolument. En fait, c'est pour les auditeurs qui écoutent le podcast depuis un bon moment, en fait, on parle souvent de l'intersectionnalité, on parle en fait, en sociologie, le concept, c'est le fonctionnalisme. Donc, ça parle de comment toutes les parties de la société, en fait, ils interagissent avec un et l'autre. Donc, souvent, quand on parle de réforme de la police ou d'éducation, puis beaucoup de fois, on parle du profilage pour le podcast, mais on dit si on commence à mettre plus de minorités en pouvoir, etc., c'est comme ça que ça commence à affecter tous les autres aspects de notre vie. Donc, c'est vraiment intéressant en fait, que vous dites exactement la même chose de ce qu'on est en train d'essayer d'éduquer tout le monde, en fait. C'est un point. Oui, exactement. C'est là où est-ce que, comme pour moi, ça me répond le pourquoi je suis venue à la clinique juridique de Saint-Michel, puis vraiment comme impliquée dans le podcast, parce que, comme vous disiez tout à l'heure, tu dois accumuler des ressources un peu, tu dois accumuler des outils qui peuvent t'aider, puis oui, c'est sûr que c'est bon étudier le droit, mais étudier le droit avec un propos, donc c'est super intéressant. Puis justement, dans notre podcast, on a parlé sur les biens inconscients, on a parlé sur comment est-ce que ça affecte la santé mentale, quand il y a du profilage racial, tout ça. Puis il y a quelque chose qui nous a vraiment intéressé, que c'était comment, dans certaines communautés, le lien avec la police a été brisé, justement à cause de l'histoire. Puis
en lisant un peu sur vous, on a vu que dans votre équipe, il y a un expert en profilage racial au sein du SPVM. Donc, je voulais savoir si on pouvait en savoir un peu plus là-dessus. Ouais. Alors, je ne peux pas, comment dire, le crunchy. Mais dans le fond, peut-être, pourquoi aussi ça a été important. En fait, le choix de mettre, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans le fond, moi j'ai été sélectionnée dans un processus administratif comme commissaire, mais le travail donc de la commissaire, c'est aussi de mener un bureau. Et donc de composer l'équipe d'un bureau. Et en fait, je pense que ça a été annoncé à l'automne déjà, quand ils ont parlé du poste de commissaire, ils ont annoncé qu'une des personnes de l'équipe serait attitrée justement aux enjeux de profilage racial et social. Donc dans le fond, moi quand je suis arrivée quand j'ai été sélectionnée, puis on m'a dit ok, tu dois composer l'équipe, tu dois recruter 3 personnes, donc une personne qui sera l'assistante de tout le monde, pilier absolument indéfectible et absolument nécessaire. Une personne dont je devais un peu définir le mandat, et donc ma collègue est entrée en poste il y a quelques jours, et donc elle va m'accompagner sur toute la perspective équité, diversité, inclusion, pour accompagner absolument tout le monde dans la ville de Montréal, pour faire justement des services qui soient inclusifs, autant dans le recrutement que, par exemple, dans la création, enfin pas la création, mais dans le maintien et dans la rétention, pour que les employés puissent vivre au quotidien dans un milieu où ils ne vivent pas de discrimination, où ils ne vivent pas de propos qui peuvent être racistes ou discriminatoires. Donc ça, c'est ma collègue qui va vraiment travailler sur l'EDI. Et donc, il fallait que je trouve une personne qui travaille et qui sera, donc le poste, c'est chargé d'expertise, profilage racial et social. Et donc, en fait, on a procédé au recrutement. Donc là, on est un peu en train d'attendre certains détails. Donc, je ne peux pas annoncer, en fait, encore malheureusement le nom de la personne. Mais je pense que c'est important d'expliquer pourquoi, en fait, c'est un poste qui est important. Je crois que vous l'avez bien mentionné. La question du profilage, puis là, quand on dit profilage racial et social, on sait aussi que ça peut impliquer, par exemple, certains dossiers de ma collègue qui est commissaire aux affaires autochtones, Marie-Ève Bordelot, ou par exemple l'autre commissaire qui s'appelle Serge Larreau, qui est commissaire en fait sur les enjeux d'itinérance. Et donc c'est là où mon collègue à moi, il va devoir un peu arrimer tout ce qui est profilage racial, et donc là à proprement parler, interaction, que ce soit des services de police, mais ça peut être aussi par exemple les agents, enfin pas les patrouilleurs, mais les constables. En fait, maintenant ils vont devenir constables de la STM, en fait, c'est-à-dire les personnes qui sont comment on appelle ça, j'ai oublié le nom. Les contrôleurs. Voilà, les contrôleurs de la STM. Fait que, eux aussi peuvent être en mesure, par exemple, d'avoir des interactions qui peuvent produire du profilage. Mais aussi, dans les recommandations de l'OCPM, ce que ça disait, c'est qu'il y a des, comment on appelle ça, dans les logements collectifs, par exemple, à l'ONHM ou des trucs comme ça, il y a des gens qui sont supposés faire de la sécurité dans les logements, dans les HLM. Puis eux aussi, en fait, peuvent avoir tendance à pas peuvent avoir tendance, mais pourraient avoir tendance à avoir des pratiques de profilage. Donc l'idée, c'est que cette personne m'accompagne évidemment à travailler clairement avec les services de police de la ville de Montréal. Puis eux, en fait, là où ce que je peux mentionner, c'est que travailler les enjeux de profilage, ça nécessite évidemment d'avoir un discours qui assume et qui reconnaît. Ouais. Puis je pense que le service de police de la ville de Montréal a déjà fait cette partie-là. Ils ont, et en fait, il y a plein de travaux qui sont en cours en ce moment, notamment avec d'autres services de la ville, avec le service de la diversité par exemple, ou avec la STM, pour se dire, ok, sur la question des profilages racial et social, comment on peut arrimer en fait nos actions, comment on peut faire en sorte que en fait, la population ne soit plus dans ce bris de confiance. Et vous l'avez dit, en fait, il y a l'effet que l'on vit aujourd'hui, puis je vais partager une anecdote tout à l'heure, l'effet que l'on vit aujourd'hui, c'est ça, c'est la crédibilité de certains services de la ville
ont été un peu triturés par certaines pratiques inégalitaires ou certaines pratiques discriminatoires. Et en fait, le profilage, c'est un peu aussi c'est un des exemples en fait de ce fossé qui a pu se créer. Et donc, pour rebâtir une confiance avec les citoyens, il faut évidemment rebâtir plein de processus de transparence. Ouais. Il faut aussi, donc là, il y a eu tout un travail de formation à l'interne au SPVM. Donc là, je n'ai pas encore rencontré les services qui font les formations, mais je sais que par exemple, toute la formation a été faite sur la politique d'interpellation qui a été présentée, qui doit être amendée. Donc là, je ne peux pas non plus commenter, mais qui doit être en tout cas commentée bientôt justement par l'administration et ensuite par le comité exécutif de la ville. Fait en ce moment, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a un momentum autour duquel il faut parler de ces questions-là. Mais ce que je voulais mentionner aussi, c'est que pour moi, la question du profilage, et c'est pour ça que je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, ça passe aussi par une meilleure connaissance de nos droits et une meilleure connaissance des droits de l'ensemble en fait, des populations qui peuvent vivre des discriminations. Et ça me semble super important de mentionner que oui, le changement doit venir de l'interne. On s'entend là-dessus. Mais une meilleure connaissance des citoyens montréalais racialisés, de leurs droits, que ce soit face à la police, face à un contrôleur de la STM, dans les demandes qu'ils peuvent faire à l'ombudsman de la ville de Montréal ou à je ne sais quel autre service auquel on peut faire des plaintes, c'est ça qui va permettre de réduire le fossé. Parce qu'en réalité, le racisme et les discriminations, c'est un fossé entre les institutions et les citoyens. Et l'objectif, personnellement, que je me donne, c'est que ce fossé-là se réduise. Et je voulais juste donner une anecdote. On est en ce moment beaucoup dans l'actualité avec la question des incidents et des crimes haineux. Donc, on a des populations asiatiques, par exemple, qui sont violentées dans la rue. Ça peut être des fois des marquages racistes sur des commerces, du vandalisme. Des fois, ça peut même aller jusqu'à des voies de fait, des crachats, des insultes, etc. Et ça devient physique. Exactement, ça peut devenir physique. Puis, une des recommandations sur lesquelles je dois travailler, c'est justement la collaboration ou l'appui, enfin, on le prend comme on le veut là, des services de police sur ces questions-là, parce qu'ils travaillent sur ces questions-là. Puis dans le fond, moi, le mandat, par exemple, du bureau, ça va être de dire, comment vous travaillez les données, comment vous communiquez les choses, parce qu'au final, savoir, comme citoyen, savoir que si on se fait traiter de whatever dans la rue, qu'on peut appeler le 911 pour dire « je viens de vivre telle affaire » et qu'il y a une unité. Est-ce qu'elle est parfaite? Est-ce qu'elle est imparfaite? Ça, c'est une autre conversation. Mais savoir qu'on a le droit, quand on s'est fait insulter, de porter plainte, ça, pour moi, là, déjà, c'est majeur. Puis, oui, ça nécessite parfois d'appeler une organisation communautaire, d'appeler une clinique juridique pour dire « Hey, est-ce que je peux le faire? Est-ce que tu peux m'accompagner si j'ai peur ?» Et c'est ça aussi le bris de confiance, c'est que là où parfois on a le droit d'utiliser nos institutions, on ne va pas le faire pour un tas de raisons, pour une histoire évidemment qui est faite de violence. C'est-à-dire, je ne suis pas je suis pas naïve, mais en même temps pour moi, lutter contre le racisme, c'est reclaim les institutions. Ouais. C'est dire, cette institution-là, c'est les taxes de vos parents, les taxes de tout le monde, le travail, qui paye le travail de ces gens-là. Et de moi, en l'occurrence, par exemple. Fait qu'il faut qu'on soit ce qu'on appelle en anglais, là, être un fonctionnaire, j'aime pas le mot en français, il faut qu'on soit des civil servants. Comme l'idée, c'est que ce soit les citoyens, en fait, qui soient desservis par les services. Et donc, sur la question du profilage, pour moi, ça passe nécessairement aussi par un renforcement et une consolidation des connaissances et des droits des populations racialisées. Et c'est ça. Et donc, cette proximité-là ne peut se faire que si on conçoit que, par exemple, les services de police appartiennent aux Montréalais. Et en fait, ils sont au service, en fait, ces services-là sont là pour les Montréalais. Et donc, cette personne-là, c'est ça qu'elle va travailler.
Ce qu'elle va travailler, c'est accompagner le SPVM quand il en a besoin, la STM ou d'autres services qui en ont besoin, dans une meilleure compréhension des enjeux de profilage, notamment une perspective juridique, parce que moi je pense qu'il faut être multitâche. Mais, et puis je terminerai là-dessus, je pense qu'il faut le faire avec une certaine pédagogie antiraciste. Puis ça, pour moi, c'est quand même inévitable. C'est la base. Ouais. Mais même si vous avez dit qu'on ne peut pas avoir le punchy et tout, je pense que vous nous avez quand même laissé entendre que tous ces questionnements qu'on s'est posés pendant une saison, elles sont répondues dans une table ou quelque part, qu'ils sont en train de discuter. Donc pour nous, ça nous donne un espoir de que qu'est-ce qu'on fait, les discussions qu'on a ensemble, les conversations qu'on a ensemble, ça va quelque part. Mais moi, ce que je vous inviterais même à transformer l'espoir en requête. C'est-à-dire, là, je suis là avec vous, on parle du mandat, mais c'est qu'on crée d'autres espaces de proximité pour que, par exemple, cette personne qui va travailler, dans le fond, vous puissiez aussi avoir un accès sur qu'est-ce que tu arrives à transformer, qu'est-ce que tu n'arrives pas à transformer. Parce que je pense qu'il y a il y a un give and take là, entre qu'est-ce que le milieu communautaire peut faire, qu'est-ce que les administrations peuvent faire, qu'est-ce que les élus, par exemple, plutôt peuvent faire, et qu'est-ce que les militants aussi peuvent faire. Parce que, et je terminerai là-dessus, je suis aussi beaucoup fascinée par les mouvements sociaux. C'est-à-dire qu'une analyse en termes de mouvements sociaux. Et les acteurs sociaux ont chacun leur rôle. Personnellement, j'ai décidé de changer dans ce mandat-là, de comme ajouter une autre casquette en fait à ce que je veux faire et aux transformations que je voudrais amener. Pas seul, jamais seul, toujours en collectif, toujours à plusieurs, toujours en mouvement. Mais le chapeau, par exemple, que je me donne, il vient aussi avec un devoir de réserve sur certaines choses. Fait que, la femme hyper engagée, puis vocale, puis avec un porte-voix d'hier, aujourd'hui, parfois le porte-voix, ça se passe dans des réunions closes, derrière des portes closes. Fait que c'est un peu tout ça aussi qu'on doit jauger comme mouvement. On l'évoquait tout à l'heure là. T'as dit, mais ça me rappelle tout ce qu'on a dit pendant toute la session. Tant mieux. Ça veut dire que ici à Saint-Michel, comme à Montréal-Nord, comme dans d'autres territoires, il y a des juristes en ce moment qui sont en train de réfléchir à la réponse aux enjeux notamment de profilage racial et social, et que de l'autre côté, il y a quelqu'un dans un bureau qui va le faire dans une administration municipale aux côtés de personnes professionnelles, par exemple du SPVM ou de d'autres unités, et qui sont aussi intéressées à transformer les choses. Fait que, là-dessus, moi, je crois vraiment au fait qu'il n'y aura de transformation que collective. Sinon, ça ne marchera pas. Ouais. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. J'ai juste une petite question. Encore? Vas-y. Juste parce qu'on parlait vous avez mentionné être antiraciste, et ça voulait dire quoi pour vous? Parce que souvent, on dit qu'il ne suffit pas de ne pas être raciste, il faut être antiraciste. Donc, est-ce que vous avez comme une piste un conseil à donner aux gens comme individuels, comment ils peuvent être plus antiracistes dans leur vie privée, en fait? Mais il ne viendrait, quoique l'actualité en termes de violence des femmes nous montre l'inverse, mais il ne viendrait plus à l'idée de personne de ne pas penser en termes de parité homme-femme. C'est la même chose pour les enjeux d'inégalité raciale. C'est-à-dire que pour moi, le féminisme, c'est ce qui nous... en tout cas, c'est une des voies qui nous permet, une des voies ES, qui nous permet de se dire hey, est-ce qu'on a pensé la société pour juste une moitié? On peut peut-être juste la penser pour à peu près tout le monde. Ah, mais dans tout le monde, il y a peut-être des gens qui sont comme... Il y a peut-être des spécificités, il y a peut-être où il y a peut-être des gens qui vivent des choses... notre universalisme, peut-être qu'en fait, il n'est pas si universel. Tu vois. Et donc, pour moi, être antiraciste, c'est avoir, en fait, une sensibilité et avoir le moins d'angles morts possible. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en avoir. Exactement. Je pense que les gens cheminent beaucoup. Je crois vraiment beaucoup à ça. Et je crois aussi que la radicalité, on peut l'apporter avec compassion, avec sensibilité, avec bienveillance,
et avec élégance. Et que c'est ça, être antiraciste, en fait, c'est... Je pense que si on se dit société démocratique, à partir du moment où on se dit qu'on est une société démocratique, on ne peut pas ne pas avoir une perspective antiraciste. Et donc, par exemple, comme géographe, au Canada, si on a une perspective antiraciste, on ne peut pas ne pas penser les réalités, par exemple, autochtones, parce que géographiquement, il y a des réalités et des conditions de vie qui ne sont pas les mêmes. Je veux dire, nous, on n'a pas de problème d'accès à l'eau, mais est-ce qu'il n'y a pas des personnes et des concitoyens qui vivent pas si loin, à quelques heures de nous, est-ce qu'ils ne vivent pas ces enjeux-là? C'est ça, être antiraciste. Et pour moi, c'est ça, être une géographe antiraciste. Okay. Derrière l'élan. C'est bon. Merci beaucoup. Puis merci je pense qu'on n'aurait pas pu avoir une meilleure dernière invitée de la saison. Puis c'est pour ça, je pense que notre coordinatrice, elle a un petit cadeau. Ah oui. Alors, oh my god, mais arrêtez, je vais pleurer. Cadeau de la part de la CJSL et une petite lettre de notre coordinatrice Nicole. Donc, petit cadeau. Je peux l'ouvrir maintenant? Oui, si tu non, mais je vais brailler. J'ai dit que j'étais sensible. Donc, pour nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment, elle vient de recevoir une tasse avec le logo de la clinique. Donc, c'était notre 12e. Confusion. Malade. C'est bon? Et aussi, je vais faire mes prochaines réunions avec ça. Hoodie. J'avais déjà le On est là. Ah oui, ça c'est du forum jeunesse. Oui. Ouais. Je le porte dans des occasions où je veux dire qu'on est là. On est là. Yes. Il y a aussi, je pense, une lettre. Ouais. Oh. Est-ce qu'elle est là? Ouais. Voilà. Vous voulez que je la lise? Non, c'est juste pour toi, tu peux la lire en fait. C'est de la part de la clinique. Mais pour les auditeurs, ceux qui veulent aussi se procurer un hoodie, vous pouvez le faire sur le site de la clinique juridique si vous voulez appuyer vos droits et représenter vos droits également. C'est ça, on peut en offrir aussi. Exactement. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est comme un appel à vous. Merci de faire ce que vous faites parce que en fait on ne pourrait pas, c'est ça un écho, c'est vous ici à Saint-Michel, c'est la clinique à Montréal-Nord, c'est le CRAV, c'est un tas d'organisations qui luttent pour les droits et il faut en fait dire les positionnalités différentes. C'est quand le milieu communautaire parle, c'est important qu'il parle à partir de sa position. Fait continuez, vous êtes magnifique à voir. Continuez. Merci. Thank you.